Champs libres, une émission sur l'agriculture et l'alimentation dans le Perche, Animé par Christophe Lécuyer. en partenariat avec les podcasts du Perche.com. Bonjour à tous, c'est Champs libres, l'émission où l'on parle agriculture et alimentation dans le Perche. Aujourd'hui, nous sommes avec Magali Dupont, paysanne herboriste à Vaux-Pilon. Magali et son compagnon Sébastien produisent des tisanes et différentes préparations à base de plantes cultivées sur la ferme, nommées Jardin Solstice ou Tisane du Perche. Jardin Solstice, c'est aussi 3 chambres d'hôtes dans un bâti rénové par vous-même de façon traditionnelle et écologique, le tout au sein d'un espace fleuri, arboré et délicatement aménagé que vous définissez comme un écolieu. Tout simplement un défi dans notre climat percheron de produire et préparer des plantes médicinales, mais surtout de nous rappeler que ces plantes peuvent nous apporter beaucoup en termes de santé, un savoir-faire un peu oublié que Magali et Sébastien prennent à cœur de nous faire découvrir, des solutions naturelles pour être en bonne santé, mais aussi pour se faire plaisir, comme l'huile soleil couchant, la tisane rêverie, le vinaigre des 4 voleurs ou le baume du centenaire. C'est 100% local, 100% bio. Bonjour Magali. Bonjour Christophe. Comment t'es venue cette passion pour les plantes ? Ouh là là, ah non là c'est une question, ça va être trop long. L'émission suffira pas. Écoute, je suis passionnée depuis très très longtemps par les plantes médicinales et je suis passionnée par le jardin depuis que je suis toute petite en fait. Donc. Tu avais un jardin ? Ouais. D'accord. Enfin, j'avais un jardin. Mes parents avaient un jardin. Oui, il y avait un jardin donc. Il y avait un jardin depuis, mais 5-6 ans, quoi. Et j'ai toujours vécu à la campagne, donc j'ai toujours vécu avec les fleurs, j'ai toujours vécu avec les plantes. Il a fallu que je quitte chez mes parents quand j'ai commencé à travailler, que j'étais jeune et que je suis partie à Paris pour travailler, pour me rendre compte, en fait, que ça faisait partie de ma vie de tous les jours et que, en fait, c'est quand ça te manque que tu te dis « Mais bon sang de bonsoir, pourquoi j'ai choisi un métier qui n'est pas à la campagne ?» Voilà. Donc, j'y suis revenue. Voilà. Ouais. Tu y es revenue. Et donc, tu as envie non seulement d'avoir un contact avec les plantes, mais de travailler avec les plantes. Et donc, tu as suivi ensuite une formation. Et surtout, là, tu t'es orienté le fait de se soigner avec des plantes. C'est ce qu'on appelle de la médecine alternative, de la médecine douce, de la phytothérapie, de l'aromathérapie. Comment tu es arrivé là ? Écoute, par le même biais, en fait, je crois quand tu es passionné par le... Enfin, t'es passionné par le végétal, t'es passionné par le vivant, du coup, tu t'intéresses beaucoup, tu vois que ton alimentation, c'est aussi ta santé, tu vois que ta santé, ça peut être les plantes, t'es confronté aussi à peut-être des maladies, des choses dans ton entourage qui te font prendre conscience que c'est plus intéressant de se soigner avec du vivant qu'avec du chimique de synthèse mort. En fait, j'ai 2 choses qui m'ont toujours motivée. C'est-à-dire, j'ai toujours vécu dans le vivant. Enfin, comme j'ai toujours été dans un jardin et qu'en fait, c'était un peu la liberté qu'on avait d'être tout le temps dehors avec le végétal. Et en même temps, moi, je suis assez motivée par le désir de partager les connaissances avec le plus grand nombre de personnes possible, de participer, alors c'est assez ambitieux, mais un petit peu à l'émancipation des gens, c'est-à-dire ce qui me motive dans tout, que ce soit même dans d'autres domaines, c'est que les gens puissent avoir les éléments pour en fait décider par eux-mêmes, donc comment ils se soignent par exemple, D'accord. ou comment ils se maintiennent dans une santé qui leur va bien, quoi. Mais alors comment tu fais pour leur expliquer si j'ai un problème articulaire par exemple, comment je fais ? Comment je fais ? Ouais, c'est un peu l'idée, c'est aussi pour ça qu'on choisit de s'appeler plutôt paysan herboriste. Tu vois, il y a à la fois le côté paysan de produire, de connaître les plantes, de les cultiver ou de les ramasser en sauvage, et herboriste, on est vraiment dans l'idée dans cette association de termes, on est dans l'idée du partage des connaissances en fait. Et du coup, quand on vend en direct, on a choisi beaucoup la vente directe pour ça. Quand on vend des tisanes, ou des sirops ou des choses, on essaye d'expliquer aux gens, en fait, soit à quoi sert la plante au départ, soit pourquoi on a fait ce mélange, soit... Enfin, après, il y a plein d'approches en fonction des gens que tu as en face de toi et de ce qu'ils ont envie d'entendre. Voilà.
Donc il y a un réel contact avec les clients, si je peux dire, mais avec les personnes qui utilisent... En tout cas, c'est un peu la vocation de ce métier. Alors, c'est pas toujours facile parce que il faut avoir le temps aussi de produire à côté, donc on peut pas être tout le temps à la vente. Mais voilà, bon, après, on a d'autres moyens de communiquer. Hein. Maintenant, avec le numérique, tu peux communiquer des choses. On propose quand même aussi un peu des animations chez nous, des stages, enfin, etc. Mais oui, c'est toujours intéressant d'avoir en tout cas un contact avec les gens qui utilisent nos produits parce que c'est essentiel en fait de savoir comment ils le reçoivent et pourquoi ils l'utilisent. Et voilà. Après, comme tu as dit dans ta présentation, on peut aussi se faire juste plaisir. Hein. Donc quand on se fait juste plaisir, on se fait du bien. On n'est peut-être pas obligé d'être accompagné absolument sur le côté thérapeutique. Mais en tout cas, il y a les deux volets. Un exemple qui te vient à l'esprit sur une thérapie ou sur quelque chose qu'on soigne relativement facilement. J'imagine qu'il y en a plein, mais il y en a qui Ouais, écoute, les plantes sont souvent intéressantes sur ce qu'on appelle tous les maux du quotidien, tous les petits bobos. Alors, il y a tout ce qui est troubles de l'hiver, petits rhumes. Enfin, les gens le font déjà, hein, quand on prend du miel et du citron, enfin voilà, ou des infusions de thym. Donc, un peu les petits troubles de l'hiver. Les maux quotidiens, ça peut être... je sais pas, un petit mal de tête ou des difficultés digestives. Ça, par exemple, c'est très, très utile de se soigner avec des plantes, des problèmes de sommeil. Enfin, on est plutôt, je dirais, sur du trouble mineur, hein, toujours. C'est de l'entretien, pratiquement. Ouais, c'est de l'entretien, c'est ça. C'est être... Mais l'intérêt, c'est d'être à l'écoute de son corps et de ce qu'on a, parce que les plantes, elles vont être intéressantes si tu es à l'écoute et que tu interviens assez tôt. Là, ça va être très, très efficace. En fait, si on ne s'écoute pas et que, en fait, on développe des troubles un peu plus sévères, et après, comme dans tout, hein, c'est plus compliqué d'intervenir. Ça va être plus long de soigner, et des fois, les plantes ne suffiront pas. Tu vois, ça dépend vraiment de... Voilà, donc c'est intéressant de connaître l'utilité des plantes au départ, quoi. Bien sûr, ouais. Et il y a des plantes qui peuvent stimuler les défenses immunitaires, par exemple. Oui, il y a des très bonnes plantes, notamment, par exemple, l'échinacée pourpre, qui est une plante qui nous vient d'Amérique, des Indiens d'Amérique, qui, eux, l'utilisaient beaucoup, et qui est vraiment une plante qui s'adapte très bien. Du coup, je dis là, elle vient d'Amérique. Bon, il y a longtemps qu'elle est arrivée, hein, mais qui s'adapte très bien à tous les climats, qui est une plante assez résistante, et qui stimule extrêmement bien les défenses immunitaires. Après, en local, puisque bon, c'est un peu aussi notre cheval de bataille, hein, de rétablir des plantes plus locales et plus communes, voilà, plus endémiques et qu'on peut utiliser. Il y a les églantiers qui poussent dans les haies, ici, partout. Donc là, avec l'églantier, aussi bien les baies de cynorrhodon que le bourgeon d'églantier, super pour stimuler ses défenses immunitaires, par exemple. Ok. Et donc, quelles parties de la plante sont les plus utilisées? On utilise tout. Ouais. En fait, en fonction des plantes, tu peux utiliser les fleurs, les feuilles, les fruits, les graines, les racines. Voilà. Les bourgeons. Donc, c'est vrai que après, tu vas avoir des formes différentes. La forme la plus simple et la plus accessible et celle qu'on aime garder, c'est la tisane, hein, puisque c'est très facile de sécher des plantes et de faire des infusions. C'est la forme la plus simple pour se soigner, prendre des plantes. Après, on fait aussi des trucs vieux comme les hommes, des macérations dans l'alcool, par exemple. Ça conserve très bien certaines propriétés de plantes. Il y a des très vieilles recettes de vin de plantes qui, en fait, étaient des recettes santé. On croit aujourd'hui que c'était des recettes comme ça pour le goût, mais en fait, c'était aussi des recettes santé au départ. Donc, on continue à faire des macérats alcooliques ou des macérats dans le vinaigre. Tu as parlé du vinaigre des 4 voleurs, c'est une très, très vieille recette. Macération de plantes dans le vinaigre, quoi. Donc, il y a plein de formes. En fonction de la partie qu'on utilisera, on pourra privilégier plus ou moins telle ou telle forme. Où est-ce qu'on peut trouver les produits de Jardin Solstice Comment on dit d'ailleurs? Jardin Solstice ou Tisane du Perche? Plutôt Jardin Solstice. D'accord. Ouais. C'est vrai qu'on avait mis ça en sous-titre. Bon, voilà. Je me suis inspiré du site internet. Jardin Solstice. Et il y a les deux, justement. Ouais, c'est vrai. Oui, parce que c'est à cause de cette double activité, en fait. On voulait Jardin Solstice, chambre d'hôte d'un côté, et Jardin Solstice, Tisane du Perche. Et en fait, on a gardé un seul site. On s'est dit... mais du coup, il y a quand même 2 entrées. Il y a des gens qui viennent que pour les tisanes, donc ils ne sont pas du tout au courant qu'on a des chambres d'hôtes, et l'inverse. Donc voilà, on a mis 2 sous-titres pour un peu séparer. Et où est-ce qu'on trouve les produits? On les trouve au magasin de producteurs bio à Nogent-le-Rotrou, au Chardon. Le Chardon.
Donc là, on trouve quand même pas mal de nos produits. Après, on a pas mal de... On les trouve à Bretoncelle, au Petit Four, à l'épicerie d'Hélène, voilà, qui nous prend quelques produits. Et en fait, on les trouve dans pas mal de petites boutiques de circuits courts, on va dire, de produits locaux. À Senon, Charret-Malard, on les trouve au Parc naturel du Perche. Enfin, je ne vais pas tout citer, hein, mais voilà, pas mal d'endroits dans le Perche. On a voulu beaucoup s'implanter en local, en fait. Notre but, c'était quand même de toucher d'abord les gens qui sont autour de nous, quoi. Et bon, pour l'instant, ça marche assez bien, puisqu'on vend aussi en AMAP. Et donc, on distribue pas mal d'AMAP sur le Perche et un peu plus loin, en Eure-et-Loire. Utiliser donc 100% local, hein, utiliser le plus possible des essences locales et les vendre le plus possible en local. À proximité. Ouais, c'est vrai. Oui, aussi les matières premières. On travaille beaucoup avec des matières premières locales. C'est un choix, que ce soit l'alcool, comme le vinaigre, comme l'huile. Voilà. L'alcool, il vient de la cidrerie du Teil. D'accord. En fait, puisqu'ils distillent de l'alcool et qu'on peut leur acheter directement de l'alcool pour faire les macérations alcooliques. Ouais. Donc là, c'est l'origine. Alcool de pomme. C'est pomme, hein. Ouais. C'est ça, hein. On va rester local, hein. Il n'y a pas de souci. Vous vendez un petit peu par Internet ? C'est anecdotique. C'est pas trop notre truc, en fait, de vendre par Internet, mais on a mis en place une possibilité de commander sur le site, notamment par rapport aux gens qui passaient dans les chambres d'hôtes, en fait, et qui sont pas du tout locaux, mais qui voudraient nous recommander des produits. En fait, c'était ça au départ l'idée. Après, des fois, on a des gens qui sont... les départements sont grands. Le Perche est à cheval sur 3 départements. Mais c'est vrai que nous, du côté Eure-et-Loire, il y a des gens du côté de Châteaudun qui peuvent... Et là, on est un peu loin. Donc, des fois, ils commandent, puis on envoie. Je vais citer une citation sur votre site. « Nous sommes paysans herboristes. Nous mettons en culture une quarantaine de plantes différentes, des espèces communes de nos campagnes comme l'aquilée millefeuille, le plantain, la grande camomille. Nous y ajoutons des plantes bien connues des potagers, comme la capucine, le thym ou le basilic. Et nous mettons une vingtaine d'espèces supplémentaires sur nos haies. Nous sommes attentifs à travailler avec des plantes cultivées et récoltées localement sous le soleil et la pluie du Perche. » Voilà, ça retrace un petit peu, en fait, ce qu'on disait. On parle des plantes, des tisanes, etc. Et j'avais justement l'exemple d'une tisane qui s'appelle tisane souplesse pour le confort articulaire, composée de frêne, de cassis, d'ortie et de reine des prés. Et donc dedans il y a des plantes sauvages, le frêne, l'ortie. Donc dans vos produits, il y a une partie de plantes cultivées et une partie de plantes sauvages. C'est ça, oui, c'est un peu la tradition du paysan arboriste. C'est que, pour résumer, la meilleure plante médicinale, c'est la plante sauvage. Donc de toute façon, tout ce qu'on peut ramasser en sauvage sera toujours très intéressant pour nous. Et donc le frêne, effectivement, nous on a la chance d'avoir des frênes sur les haies, hein, donc après c'est les anciens qui ont laissé pousser ou qui ont planté, je sais pas. Du coup on ramasse du frêne, la reine des prés ici on en trouve quand même dans beaucoup de zones. Et puis l'ortie, je parle pas de l'ortie, hein, je crois que tout le monde sait que l'ortie, il n'y a pas de problème. Donc oui, on fait de la cueillette sauvage, et après, on fait de la cueillette sauvage chez des copains agriculteurs bio, puisqu'on est certifié, et on fait de la cueillette sauvage aussi sur certaines zones de prairies qu'on a définies avec l'accord du propriétaire, qui sont donc, on va dire par définition bio, puisque non traitées. Et puis après, nous, nos plantes en culture, en fait, on essaye de les installer au plus près de leur état, si possible, sauvage. Pour garder cette idée qu'en fait, les plantes médicinales produisent un petit peu les molécules qui nous intéressent, etc., quand elles font leur vie normale, en fait. Quand elles font leur vie, qu'elles ne sont pas chouchoutées, qu'elles subissent des stress, des attaques. C'est comme ça qu'elles produisent des molécules intéressantes pour elles, mais aussi pour nous, par chance. Donc, du coup, c'est vrai qu'on n'est pas dans une production chouchoutée, quoi. Intensive. Voilà. Ouais, on peut pas. En fait, le plus intéressant, c'est d'être plus proche du sauvage. Voilà. D'accord. Donc, chouchouter les plantes, qu'elles soient sauvages ou cultivées, pour qu'elles aient le meilleur bénéfice possible. Oui. En fait, les laisser s'épanouir au plus près de leur état naturel. Voilà. Donc, des fois, l'état naturel du thym, j'entends le thym dans le Perche, c'est pas... Voilà, mais on essaye quand même de lui laisser faire sa vie, quoi. Chauffage. Hein oui, c'est ça. Bon, avec le changement climatique, écoute, on a quand même... on a eu des bonnes années, là. Des perspectives aussi. Voilà. Et donc,
Oui, donc cueillette de plantes sauvages, mais parce que là c'est infini. Enfin, je veux dire, des plantes sauvages, tu peux imaginer facilement Ouais, beaucoup de plantes. des cueilleurs, etc. Et beaucoup de plantes, et donc Ah, il y beaucoup de a, ventes. bah, il y a des... Alors, je sais pas de quoi tu veux parler, mais il y a des chartes de respect quand même. Quand on va sur un site, on laisse toujours... Enfin, on prélève normalement qu'un tiers des plantes hein, pour le renouvellement, évidemment, de la plante sauvage. On tourne de site, on ne fait pas toujours au même endroit. Bon, puis en plus, la nature fait qu'on ne fait pas toujours au même endroit. Voilà. D'ailleurs, Christophe, on avait cueilli chez toi, je crois, il y a 2 ans, des coquelicots et des bleuets dans tes champs. Voilà, bah, des fois il y en a, des fois il n'y en a pas. Donc on a la chance d'avoir d'autres céréaliers bio à côté de chez nous, chez qui on va accueillir aussi. Du coup, ça tourne. Je veux dire, ça tourne par nature, en fait. On ne va pas toujours au même endroit. Et on essaye, oui, de maintenir évidemment la ressource, hein, puisque c'est essentiel pour notre travail, quoi. Donc, pas trop de pression sur la ressource. Ouais. D'accord. Non, mais c'est ça. Voilà, tu disais oui, on met pas une pression très importante sur la ressource et on se modère à ce niveau-là, quoi. Ouais, on essaye. Mais bon, ben, ça pose plein de questions dans le... Alors, pas trop chez nous, mais il y a des régions de France, par exemple, où on faisait de l'arnica, qui est en train de disparaître à cause de la pression. Et par exemple, les paysans arboristes s'interrogent sur l'idée de réintroduire une partie en culture. En fait, on est un peu dans ces questionnements. Alors, bon, peut-être que dans le Perche, pour l'instant, sur les plantes locales, on est assez, je dirais, épargné, parce que tu vois, de la reine des prés, ça va. Alors, le frêne, bon, les arbres, avec le réchauffement climatique, il y en a qui sont quand même soumis à des gros stress. Le frêne compris. Ouais. Ouais. Ouais, malheureusement. Nous, on en a replanté parce que dans notre jardin, on a la chance d'avoir des frênes qui étaient là. Et ça se ressème partout chez nous. Donc, en fait, on les garde, on les bouge des fois un peu de place pour voilà, les mettre où ça nous arrange mieux. Mais ouais, on est vigilant, en fait. Hein, le sauvage, bah, on ne sait pas quelle forme ça va prendre, quoi. Il faut continuer à préserver. Mais oui, on est assez vigilant, en tout cas, à garder de la ressource ou alors à en réimplanter de manière sauvage, quoi. Parce que tu parles du frêne, mais c'est un arbre qui a un certain costaud, volume, mais tu ouais. peux utiliser aussi une partie. Tu utilises quelle partie Alors, on utilise les feuilles, essentiellement les feuilles. On peut utiliser les bourgeons aussi. Donc ça peut être un jeune arbre. Hein. Ouais, ça peut être un jeune arbre. Et non, bah alors le frêne, c'est connu depuis la nuit des temps dans les campagnes. La tisane souplesse, en fait, c'est inspiré d'une tisane qu'on disait la tisane des centenaires. Hein, c'est-à-dire que boire du frêne tous les jours, apparemment, ça maintient bien. Le frêne est une très grande plante drainante des articulations et notamment de l'acide urique. Les gens qui sont sujets à la goutte, par exemple, je les invite à boire du frêne tous les jours. Il n'y a pas de problème. Eh bien, à votre santé, les amis. On va parler un petit peu plus de ton parcours, si tu veux bien. Donc, comme on l'a évoqué tout à l'heure, tu as été technicienne une vingtaine d'années à France Télévisions. Oui, alors je ne l'ai pas dit, mais c'est ça. Mon premier métier, c'était ça. J'ai cru que tu l'avais dit. Non, j'ai dit que j'avais été obligée d'aller à Paris pour travailler, Voilà. mais en l'occurrence, c'était ça, ouais. D'accord, ouais. Et donc, c'est un vrai virage, quoi, dans ta vie professionnelle pour partir de ce métier qui n'est pas forcément très facile aussi. Je crois que c'était des horaires un peu compliqués, une double vie en fait. Hein. Ouais, tout à fait. Bah, oui, alors j'avais choisi ça en fait. Moi, je voulais faire de l'image, je voulais raconter des histoires, je voulais amener des informations aux gens. On revient à ce que je disais, hein, pour qu'ils aient les éléments pour pouvoir réfléchir et prendre des décisions en autonomie. En fait, voilà. C'est pour ça que j'avais choisi ce métier et... Bon, quand tu as 18 ans, j'avais juste pas imaginé le couac, la différence entre le métier que j'envisageais et la vie que ça impliquait, en fait. Et quand on est jeune, je sais pas si on fait toujours le lien. Et c'est vrai que pour travailler à la télé ou faire du documentaire, par exemple, ce que je voulais faire, t'es presque obligé de vivre en ville, en fait. Hein. T'as pas beaucoup de choix parce que toutes les boîtes de production sont dans des grands centres urbains, et notamment à Paris. Et en fait, donc j'ai pas vécu à Paris, puisque ça n'a pas fonctionné. En fait, rapidement, je me suis rendu compte que ça ne le ferait pas. Donc j'ai continué à travailler à Paris. Et en fait, on est arrivé dans le Perche assez rapidement. Et on vivait à la campagne tout en allant travailler à Paris, quoi. Et donc c'est vrai que en fait, le virage qui s'est opéré, c'est qu'au bout d'un moment, j'ai choisi un métier qui finalement était cohérent avec mon choix de vie. En fait, c'est marrant, ça s'est pas fait dans l'autre sens. En fait, c'est mon choix de vie finalement qui a primé pour décider dans quel métier je me sentirais mieux, en fait. Et aujourd'hui, donc,
paysanne herboriste. Et aujourd'hui, paysanne herboriste, ça me va très très bien. Fière. Tout à fait. Ça s'entend. Fière de l'être. Oui, bah écoute, après tu continues d'une certaine façon, enfin c'est pas péjoratif, tu continues à raconter des histoires aux gens, tu continues à essayer de leur donner des informations. Finalement, c'est un autre mode de communication. Mais là, t'es dans le réel aussi. Ouais, dans d'autres thèmes, mais... Enfin voilà, j'y vois un virage, je dirais, de vie, et en même temps, j'y vois une forme de continuité, tu vois, c'est pas... Voilà. Enfin, par rapport à mes motivations, voilà. Ta plante préférée? C'est très difficile d'avoir une plante préférée. On me demande souvent ça, moi j'ai beaucoup de mal, en fait, parce que dès que je donne une plante, en fait, je pense à une autre. Il y a tellement de plantes qui sont super que... C'est dur, hein, comme question. Je ne saurais pas te répondre. Il y a des plantes, en plus il y a des arbres. Les arbres, c'est quand même essentiel. On utilise aussi beaucoup des arbres en phyto. Donc oui, non, sur mon site internet, j'ai mis le mélilo parce que c'est rigolo. En fait, le mélilo, c'est une super plante. Oui, je dis c'est rigolo. Mais c'est pas une plante médicinale. C'est une plante médicinale. Ah oui. Mais oui. D'accord. C'est une très grande plante de la circulation, en fait, sanguine, des problèmes de retour veineux. Ouais, c'est une très grande plante circulatoire. Et c'est une très grande plante mellifère pour les abeilles, donc c'est super. Et puis, c'est un engrais vert. Légumineuse. Donc voilà, c'est très bien pour les sols. Et puis, moi, je l'utilise parce que une fois séchée, la plante développe une odeur un petit peu vanillée, qu'on dit entre la vanille et le foin coupé. Et c'est vrai que le foin coupé, en fait, ça sent un petit peu la vanille. Voilà, bon, faut... à la bonne saison. Non, mais c'est... Le bon foin. Bah, je sais pas, mais en tout cas, c'est un peu vrai. Et du coup, oui, comme j'ai en partie des origines réunionnaises, puisque ma maman était réunionnaise, bon voilà, le côté vanillé, c'est très sympa. J'aime beaucoup. Donc ça me fait rigoler d'avoir une forme de vanille locale, en fait. D'accord, très bien. Donc j'arrive au terme de cette émission. Il y aura une deuxième partie avec Sébastien. Très bien. Avec qui on abordera plutôt les cultures, la récolte importante, et puis la transfo aussi, le séchage, peut-être la distillation, etc., le miel. Ouais, il t'expliquera tout ça très bien, parce que c'est lui qui a tout mis en place. Ouais. Merci Magali, ça a été un plaisir de te recevoir. On te souhaite à toi et Seb une belle saison, plein de nouvelles recettes. Chant libre. Portez-vous bien. Merci. Merci à Romulus pour la musique, à Lio pour la création du jingle, à toute l'équipe de Radio 61 110. Retrouvez le podcast Chant libre sur bretonsel.fr, sur les podcasts du perche.com et sur les plateformes de streaming Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer et bien d'autres. Pour écouter où vous voulez, quand vous voulez.